La parole. Monsieur Kiali, si vous êtes prêt maintenant, vous pouvez prendre la parole. Oui, Africa, bonsoir. Vraiment, le sujet que vous avez évoqué, j'aurais su d'avance. C'est vrai que je suis rentré seulement à tout hasard sur la plateforme. C'est un sujet assez grand. Je dis assez grand parce que c'est un sujet là qui débouche sur plusieurs dossiers. Mais je ne vais pas dire malheureusement parce que le live, tant que le live va continuer, nous aurons toujours l'opportunité de revenir sur ces détails. Vous savez, ces gens, ils sont préoccupés par leur poche. C'est ça qui les a amenés au pouvoir. Il n'y a pas de doute. Ou du moins, je dirais, il n'y a plus de doute que c'est leur poche, c'est leur ventre qui les a amenés au pouvoir. Sinon, rien de plus. Aucune logique, aucune conviction, aucune motivation patriotique. Ils sont venus, d'ailleurs, surgir, agir et disparaître. Ça signifie quoi? Surgir, agir, disparaître. C'est la marque du vol, du cambriolage, du braquage. On peut s'attaquer, les frères de Momo auxquels on s'attaque là, c'est rien. C'est encore rien. Parce que c'est les effets de leur gouvernance là. C'est ça, on sent comme ça. Vous voulez, il ne peut pas en avoir autrement. Le régime Talon est animé par la vampirisation de notre peuple. La vampirisation du trésor public. Point. Ils n'ont pas d'autre programme. Ils n'ont pas d'autre objectif. Et pour ceux qui pensent que quand on vient en parler, on peint les choses en noir, on peint les choses en noir, ils n'ont qu'à venir défendre ça, ils n'ont qu'à peindre ça en une couleur autre que le noir, c'est-à-dire en blanc, en jaune, en rose, ce qu'ils veulent là, ils n'ont qu'à venir nous expliquer ça. Sous ce gouvernement, les frais Momo avaient été déjà augmentés, hein. Vous savez, sous ce même régime-là. Ça avait déjà connu une augmentation. Et maintenant, ça continue de toujours pas connaître une augmentation. Et c'est pareil pour l'électricité. C'est pareil pour l'eau. Sous la seule gouvernance de Talon, on a eu plusieurs augmentations pour ces choses. Le régime fiscal, on n'en parle pas. Pendant qu'ils sont en train de pressurer les gens, je me demande à quelle fin est-ce qu'ils sont en train de nous prendre. Ils nous prennent l'argent là. Si c'est pour faire quoi? Je vous ai entendu parler de 8 000 milliards de dettes. J'ai dit, de dettes extérieures. Si on est allé emprunter 8 000 milliards, plus les ressources qu'ils sont en train de nous pressurer, qu'ils ont multiplié, c'est-à-dire ils ont multiplié les contraintes fiscales par 3, par 4 pour le Béninois. Donc on ramasse l'argent auprès des Béninois. On va encore s'endetter à l'extérieur. Pendant que ces gens-là nous disent qu'il faut compter sur nos propres forces. Ils viennent tenir des philosophies du genre. Des éléments de langage comme oui, et si on est en train d'augmenter le fisc, c'est parce que le Bénin veut, le président Talon, il veut changer de paradigme, il veut que nous comptions sur nos propres forces. Comptons sur nos propres forces là, pendant que nous comptons sur nos propres forces, que viennent chercher les dettes extérieures. Les dettes qui sont évaluées à 8 000 milliards là, c'est par rapport à qui? D'abord, qui sont les créanciers? C'est pour ça que je vous dis que c'est un sujet qui est vaste. Mais pendant qu'on nous endette de 8 000 milliards, ils ont fait quoi avec l'argent? Est-ce que c'est 8 000 milliards réels? C'est 8 000 milliards seulement sur papier? Parce que moi, je n'ai pas vu 8 000 milliards circuler au Bénin. Ce Bénin-là, vous savez, la seule chose que j'ai constatée avec le gouvernement Talon, c'est qu'il y a une augmentation exponentielle des salaires politiques. Une augmentation exponentielle des salaires politiques et une opacité mafieuse et maléfique même, parce que l'opacité qu'il y a là, c'est maléfique, il n'y a rien. Parce qu'on a rangé sur le truc de communication, quelqu'un est venu dire ici que
dire que les gens, ils empêchent, les députés prennent de l'argent pour empêcher certains de voter les accords de ratification de prêt, et que Salon, pour contourner ça, dit qu'il n'y aura plus de comment vous appelez ça, de passage à l'Assemblée pour ratifier les accords de prêt, et donc c'est pour aller vite. C'est pour aller vite. Mais eux-mêmes, ils avaient déjà dit que si ils en font des prêts, ils empruntent l'argent, qu'ils vont l'utiliser et venir nous rendre compte plus tard. Ok, quand cela ne tienne, si c'est ce à quoi on est contraint, si c'est ce que les idiots des députés leur ont donné le droit de faire. Mais depuis qu'ils ont changé la Constitution de cette façon, jusqu'à aujourd'hui, quel est le compte rendu qu'on vous a fait? Quel est ce compte rendu structuré, clair, net qu'on vous a fait d'une dépense publique? On vit dans un pays où la dette publique se retrouve. Vous savez, pendant que nous sommes à 8 000 milliards de dettes, je pèse bien, 8 000 milliards de dettes dans un pays aussi pauvre que le nôtre, sans ressources minières, et un pays qui a un budget essentiellement fiscal, pendant que nous sommes à 8 000 milliards de dettes. Quel est l'impact de ces 8 000 milliards sur la population? Parce que quand on emprunte, les dettes publiques, ça sert à quoi? Ça sert à faire des investissements. Ça sert à soulager les peines du peuple, à répondre en fait aux attentes du peuple. Mais pendant que nous sommes à 8 000 milliards de dettes, le secteur de la santé est à la ruine. Si je le dis, les gens vont me parler qu'il y a Hôpital Chic qui est construit. Hôpital Chic, là, ce n'est pas construit par le Bénin. Chic n'est pas construit par le Bénin. Le Bénin a accueilli cet hôpital-là, et cet hôpital avait même, ce projet existait même avant l'arrivée de Talon. Donc qu'on ne vienne pas prendre ça pour justifier l'état de la santé publique au Bénin. Le simple fait déjà que Talon, en justifiant des économies à l'État, parce que vous savez, un pays à qui vous demandez 3 fois, 4 fois plus d'efforts, à qui vous enlevez tout ce qu'il y a comme avantage social et que vous surendettez, ce pays-là, finalement, quel est le retour de ce pays que ces populations ont auprès des gouvernants? Je dis que le secteur public est à la ruine. Je me suis rappelé d'un événement malheureux quand Talon était arrivé au pouvoir. Les évacuations sanitaires coûtaient trop cher, très cher pour eux. Il y a certainement des pagailles à ce niveau. On en convient. Quand il est venu, il y a un petit là dont j'ai oublié le nom, qui devrait être pris en charge pour une évacuation. Talon a bloqué l'évacuation de cet enfant-là. Et l'enfant-là est mort. Ça a fait la presse dans le temps. Donc, l'enfant-là, ce n'est qu'un symbole. C'est comme ça pour des milliers d'autres Béninois qui sont morts comme ça. La suppression de la subvention pour la dialyse. Et d'autres mesures que moi je trouve inhumaines, antisociales. Ces mesures qui ont été prises, je dis, ça a laissé le secteur de la santé à la ruine, parce que le secteur de la santé, je ne vois pas quels sont les bénéfices jusqu'à aujourd'hui. Les investissements publics qui ont permis de construire des hôpitaux par-ci, par-là, à travers le Bénin. On a mis ces investissements-là, on les a transformés presque. C'est-à-dire, on a pris ces hôpitaux qu'on a transformés presque en une gestion privée qu'on a appelée affermage. On avait dit que c'est pour l'efficacité. Où est l'efficacité? Je vous ai dit que le secteur de la santé est en ruine. Et si on va commencer par évaluer ce dossier-là, vous allez voir. Les soins pour les enfants de 0 à 5 ans, qui étaient une gratuité sur Yahi Boni, n'est plus une gratuité aujourd'hui. On a enlevé ça.
je vous ai dit. C'est pour ça que je vous parle du secteur de santé à la ruine. On en demande plus. Et pendant ce temps, on confisque des bébés qu'on expose aux intempéries. Des enfants qui sont fraîchement nés dans un coin de terre qu'on appelle le Bénin. On les confisque, on les expose aux intempéries pour des factures de 25 000, de 50 000. Si tant est que le secteur de la santé est en marche. Jugez en vous même. Je ne parle pas des dialyses qui meurent en pagaille. Les dialysés, eux autres là, c'est l'hécatombe de l'autre côté là-bas. Pendant que nous avons 8 000 milliards de dettes, l'école béninoise connaît un pic dans la déscolarisation. La déscolarisation, c'est-à-dire que les gouvernements qui nous ont précédés faisaient des efforts d'accroître le niveau de scolarité des enfants. Sous le régime Talon, les chiffres sont là. Je n'invente rien. Nous avons connu une déscolarisation qui tourne autour de 20%. Les chiffres sont là. Alors, à quoi servent les 8 000 milliards? Pendant que nous nous endettons pour 8 000 milliards au Bénin, l'insécurité alimentaire est passée, l'insécurité alimentaire est passée de 9% à 26%. C'est-à-dire que si ça a triplé, si sous le régime défunt, le taux d'insécurité, c'est-à-dire que les ménages qui ne sont pas sûrs de se nourrir convenablement étaient de 8 sur 100, étaient de 9 personnes sur 100 au Bénin. Aujourd'hui, c'est passé à 26 personnes sur 100. Donc le triple. Avec 8 000 milliards de dettes. Pendant que nous sommes à 8 000 milliards de dettes, la couverture du Bénin en eau potable et en énergie électrique laisse à désirer. Sans compter que ces deux denrées-là ont connu des augmentations successives sous le régime Talon. Et nous sommes à 8 000 milliards de dettes. Ça a été investi où? Pendant que notre port, qui est connu pour être un des ports les plus cotés de l'Afrique de l'Ouest, est devenu l'avant-dernier port du monde. Pour ne pas dire dernier port du monde. Et pendant que nous nous endettons pour 8 000 milliards, c'est le train de l'État qui augmente. La seule chose qu'on a vue, c'est qu'on a multiplié, dès le lendemain de la prise de pouvoir de Talon, les salaires des préfets. D'abord, on est passé de 6 préfets à 12 préfets, ce qui est d'abord normal parce qu'on avait 2 découpages, il fallait qu'on en arrive là. Mais maintenant qu'on a 12 préfets, les salaires de préfets sont multipliés par 20. Ceux qui ont retenu 6 préfets et qui ne voulaient pas passer, enfin, qui peinaient à passer à 12 préfets, je crois, je présume qu'ils avaient des soucis d'économiser de l'argent. Ils avaient des soucis de réduire, de maîtriser le train de vie de l'État. Et donc, voilà le tableau de 8 000 milliards. Mais, retenez ceci. Si j'ai bonne mémoire, en 2015, la dette extérieure du Bénin était de 1,87 milliard de dollars, donc environ 950 milliards seulement de francs CFA. La dette du Bénin était de 950 milliards en 2015, donc juste avant l'arrivée de Patrice Talon. Ce qui est de 950 milliards en 2015, c'est-à-dire je parle de 1,87 milliard de dollars que j'ai estimé à 950 milliards de francs CFA. Cette dette-là, on est passé de 950 milliards, même si on dit que c'est 1000 milliards, on est passé à 8 fois cette dette-là. Pour quelle réalisation au Bénin? Maintenant que ceux qui nous prennent de route nous parlent de route, des choses qui n'ont jamais été faites sous des régimes depuis 1965,
ou bien 1960 jusqu'à aujourd'hui, là, viennent nous dire, les 8 000 milliards, là, on les a sentis où? Vous allez me parler des fleurs à la présidence. Pour des milliards qu'on n'a jamais conçus, on a estimé que c'était 14. Des gens sont revenus nous dire que c'était pas 14. Eux-mêmes sont venus, c'est pas des gens, eux-mêmes sont venus nous dire que c'est pas 14, que c'est plus que 14. Peut-être que c'est 30 milliards, j'en sais rien. Et statut de l'Amazon, je viens d'entendre que c'est 30 milliards. Et les routes qui nous étaient faites à peine 600 millions, 800 millions, 1 milliard pour les plus rutilantes, autrefois sont passées à 15 milliards au kilomètre aujourd'hui. Et donc, quand vous analysez ça, moi, je veux demander qui a appris à la gouvernance Talon, la gouvernance, le gouvernement de tous les intelligents là, qui leur a dit que c'est en s'endettant de cette façon, en cumulant des dettes vertigineuses, des dettes qui compromettent l'avenir, que l'on bâtit un pays. Et quand on a pris ces dettes-là, c'est des dettes toxiques en plus. Ces dettes n'ont pas été converties en investissement intelligent. Je veux dire quoi? Ces dettes n'ont pas servi à créer des cadres pour l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes repose aujourd'hui seulement sur le projet qui est piloté par Modeste Kérékou, là où on dit quoi là, un projet de développement ou bien de quoi là, d'emploi des jeunes où on paye 50 000 aux enfants qui vont travailler. C'est ça. On envoie des enfants dans la précarité pour 3 mois, pour 6 mois, pour un an, quelque part 50 000 par mois. C'est ça. On n'a pas construit des industries. Oui, mais milliards, vous savez ce que ça peut faire? On n'a pas construit des industries, on n'a pas construit des usines, nous n'avons rien pensé pour occuper la jeunesse. Un jeune qui n'a pas de travail, qui se lève le matin, qui s'ennuie, qui ne sait même pas à quoi ça donner, qui a faim, on lui construit des stades qu'on ne peut même pas entretenir. Il va aller jouer comment? Le ventre creux. Mais le loisir, ça fait partie, c'est pas, je crois que le loisir, ça vient après qu'on ait réglé l'essentiel de la vie. Qui leur a dit que le développement d'un pays commence par la route? Lui-même est venu critiquer les routes ici, pour dire qu'on a mis 1200 milliards dans les routes et que c'est malsain. Voilà, oui, 1000 milliards, on ne sait pas où c'est passé. Combien lui il a mis dans la route aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Et les assassins du FMI viennent nous dire, il y a croissance au Bénin. Pendant que, je viens de le rappeler, nous sommes passés d'une insécurité alimentaire, c'est-à-dire d'un taux d'insécurité alimentaire de 9% au Bénin pour 26%. Le pays est devenu un pays à revenu intermédiaire pendant que les émigrants, au moins, ce métier de précarité, ce métier de dépannage, ce métier qui sert quand même de béquille aux chômeurs, ce métier est devenu de plus en plus exécrable, c'est-à-dire que les émigrants même n'arrivent même plus à faire ce qu'ils faisaient autrefois. On est venu dans un pays, on se réveille un matin, on décrète la façon dont est-ce que le pays va être géré par eux et eux seuls. On nous a enfoncés dans la galère. Et des idiots de service applaudissent. Ils applaudissent, ça va, on a de routes. Avant, tu passais par ici et là. Et ça me rappelle l'anecdote de Yadema qui promettait à son peuple, encore dans l'ignorance totale en ce moment, comme excuse, que quand qu'il était tombé, après le crash qu'il avait manqué de l'emporter,
qu'il est bien sur pied que désormais tout le Togo sera goudron et phare. Donc mon pays est devenu pays de goudron et phare. Le pays là, c'est devenu goudron et phare pour les turiféraires du régime qui viennent avec une certaine pauvreté d'esprit. J'ai entendu Arovida tout à l'heure, quand il parlait d'eux. Mais, monsieur Jules, et pendant que nous sommes là, en train de nous défendre, en train de chercher comment est-ce qu'on va tenir le minimum. Donc, quand vous envoyez quelque chose à quelqu'un maintenant, pour qu'il puisse manger, il faut que l'État s'attaque encore à ça. L'État prenait déjà des frais sur Momo, non? Qu'est-ce qui a amené les 25% d'augmentation de ces frais? 8 000 milliards de dettes. 8 000 milliards sont rentrés dans cette économie-là, ce pays-là, en l'espace de 10 ans. Et nos banques n'ont plus d'argent. Pour prendre de l'argent, ton propre argent que tu déposes à la banque aujourd'hui, c'est de la galère. Les banques n'en ont plus. Les agents se ferment. Mais 8 000 milliards rentrent dans ce pays. Je veux les entendre. Je veux entendre les Kélébés. Ils n'ont qu'à venir nous justifier ça. Ils n'ont qu'à venir nous justifier ça. Tout est tombé sous Patrice Talon. L'école, comme je l'ai rappelé, la santé, comme je l'ai rappelé, le port, comme je l'ai rappelé, les filières agricoles, le coton est mal en point. Parce que les paysans ne sont même plus motivés. Ils ne vivent même plus de leur métier. Ils ne vivent plus de leur champ. Même les produits vivriers. Le cajou qui est braqué. Le soja que l'on vole pratiquement, que l'on arrache, que l'on estocke aux producteurs. Mais 8 000 milliards sont en train de rentrer dans ce pays. Et ces 8 000 milliards, ce n'est pas Talon qui va les payer. C'est le peuple. C'est nous, monsieur. Monsieur Diossou, c'est vous qui allez payer ça. Et on nous dit de ne pas en parler. Et si on en parle, c'est déjà un problème. Pourquoi on ne va pas en parler? Quand il va prendre 8 000 milliards, ce n'est pas sa famille qui va payer, c'est nous qui allons payer. On lui a laissé un pays avec à peine 1 000 milliards de dettes. Et il est venu, il en a créé 8 000 milliards. De quoi rendre le pays ingouvernable pour les générations à venir? Vous ne pouvez pas venir nous engager dans 8 000 milliards, prendre un pays à 1 000 milliards et l'engager dans 8 000 milliards. Mais les générations à venir là, ça va donner, ça, ils vont gouverner ce pays comment? Quand quelqu'un va prendre effectivement le pouvoir et sera face à ces réalités, encore que c'est eux qui disent 8 000 milliards, ce sont leurs chiffres. Rien ne confirme encore que c'est vraiment ça. Rien ne confirme encore que c'est ça. Peut-être que c'est beaucoup plus que ça. Si vous connaissez les méthodes de ce gouvernement, vous n'allez pas vous arrêter là, à 8 000 milliards. Il faut déjà commencer par envisager le pire. C'est un gouvernement de tous les dangers. Et ça a hypothéqué notre avenir. L'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants. On a mis un mécanisme sauvage. Et aujourd'hui, personne, aucun foyer normal ne se retrouve au Bénin. Et nous avons des compatriotes qui viennent justifier, défendre ça. Sans savoir que les premières victimes, ils sont sur la première ligne des victimes. Monsieur Jules, je vous jure que ce pays est déjà rendu ingouvernable. Allons écrire ça quelque part et nous allons nous en rendre compte plus tard.
Nous allons nous en rendre compte plus tard. Vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien faire là. C'est maintenant ça commence. Et ils ont vu venir, il faut les voir venir, ils avaient déjà leur plan en tête. C'est pour ça que je vous ai dit, ils étaient motivés par ça. Piller ce pays, ils sont arrivés avec. C'est pour ça que leur premier plan, c'est de commencer par modifier les lois sur la corruption, le détournement des deniers publics, c'est-à-dire la corruption et les infractions connaissent. Que les lois, jadis, avaient rendu presque imprescriptibles. Je dis presque imprescriptibles. Aujourd'hui, la prescription là va du simple fait que à partir 6 ans, à partir du jour la terre commune, on n'en parle plus. C'est-à-dire, tout ce qu'on a fait là, ils sont là au ralenti maintenant, en train d'observer. Est-ce que leur plan de remplacement va marcher ou non? Parce que si le plan ne va pas marcher, ils ont déjà arrêté certaines choses. La série de 2500 milliards qu'ils ont mis dans voiture, dans leasing de voiture là, ils ont arrêté ça tôt. Vous savez pourquoi ils ont arrêté ça? C'est pour que, avant qu'on en parle, avant que nos gouvernements ne viennent pour en parler, les 6 ans qu'eux-mêmes se sont donnés comme prescription seraient déjà passés. Vous savez, le dernier état a été posé quand, vous croyez, par rapport à cette affaire de véhicule. Le dernier acte a été posé quand? Donc là, ils sont presque en pause, en train d'observer maintenant les délais de prescription, ça n'a qu'à vite passer. Vous n'allez pas pouvoir soulever ces sujets-là contre eux. Parce que ils vont dire, comme quelqu'un l'a dit, quelqu'un après avoir volé un pauvre client dans une banque, il se retrouve au tribunal, on évoque le dossier devant le juge, et son avocat dit, mais c'est vrai, mais les faits se sont passés il y a 6 ans. Pourquoi? C'est la loi de Talon là qui a promis ça, qui a permis ça. C'est le gouvernement Talon qui dit qu'il est en train de lutter contre les gaïmans là. Alors que c'est un faux problème. Ils sont en train d'arracher cette filière-là. Ils sont en train de le prendre, c'est-à-dire de s'attaquer aux enfants pour mieux monopoliser peut-être ça. Je ne sais pas. Si nos vrais gars là, même ça se passe à la tête de l'État. Vrais gars là, on connaît. Le vrai gaïman là, les vrais gaïmans là, on les connaît. Parce qu'il n'est même pas seul. Récemment, il y a une affaire qui a fait le tollé de siphonnage de dizaines de milliards. Les documents parlaient de 10 milliards. Ils n'ont pas dit 10 milliards, ils ont dit de dizaines de milliards. C'est venu d'eux-mêmes. Et je vous ai dit ici que cette affaire n'ira pas. Ils vont tout faire pour l'étouffer. Ils ont tout fait pour étouffer cette affaire-là. Et ça se voit déjà. Comment je peux venir dénoncer quelque chose en tant que ministre? Un officiel. Et du coup, je ravale ma vomissure avec une lettre de mea culpa que je publie. Donc, on lui met la pression pour dire, il faut rabattre ce que tu as dit. Et on voit déjà quelle justice attend déjà ce monsieur-là. Vous avez un ministre que vous avez évincé du gouvernement. C'est eux-mêmes qui ont dit ça ici, là. On a sorti quelqu'un du gouvernement et on nomme quelqu'un à sa place. On lui dit de tout faire pour trouver un dossier contre lui. C'est du chantage. S'il y a un dossier contre lui, est-ce que vous avez besoin de donner à quelqu'un de tout faire pour trouver un dossier contre lui? Parce que ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est un monsieur qui est venu le défendre ici qui a dit ça. Que la mission du ministre Akpona était de trouver un dossier contre... Et comment il s'appelle? Le ministre qui est parti là, à Dambi. Et que Akpona n'ayant pas pu... ou bien, c'est pas, il aurait passé du temps à ne rien trouver. Alors qu'il a trouvé, il est venu. Ça fait combien de temps maintenant qu'il est arrivé au pouvoir? 6 mois seulement. Et le ministre qu'on avait limogé, on attendait, on avait espéré qu'il allait parler. Parce que quand certains partent du gouvernement, ils viennent dire, ils viennent exposer les salades du gouvernement à la vue de tout le monde. Donc, on a mis ça, on a mis Akpona en fait pour lui mettre, pour le faire chanter comme un maître chanteur. Peut-être qu'il n'a pas tenu le bon bout du rôle qu'on lui a donné. Et se trouve lui-même ligoté par
ses propres déclarations aujourd'hui? Dans quel pays? On ne devrait... Déjà, même le fait de le sauter, c'est déjà un mauvais signe. Donc finalement, comprenez que ce gouvernement-là, ils sont arrivés avec leur plan de nous piller, de partir. Quand ils commettent des choses que vous criez, vous dites ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne répond pas d'une bonne gestion. On dit non, aux États-Unis c'est comme ça. Demain, quand ils sortent un autre plan, on dit non, que ce n'est pas les États-Unis, que la France, ça ressemble plutôt à la France. Lui-même, quand il vient exposer ses ambitions, il ne veut plus ressembler aux États-Unis ni la France. C'est la politique des pays les dragons de l'Est. Et quand il quitte cette affaire de dragons de l'Est, quelqu'un vient nous dire que non, c'est en Chine, parce qu'en Chine, on a terrorisé les gens pour développer la Chine. On les a affamés pour développer la Chine. On a pillé les paysans chinois pour développer la Chine. Écoutez-moi ça. Et quelqu'un vient dire plus tard que, c'est pas le développement par la force. C'est ça leur idéologie. Pendant ce temps, le président de l'Assemblée lui-même va à une réunion à l'international et dit que le Bénin n'a pas besoin d'idéologie pour vivre. Mais on est dans quoi? Est-ce que quand les gens se regardent, est-ce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pitié de eux-mêmes? Ceux qui viennent parler, défendre Talon, est-ce qu'ils n'ont pas pitié d'eux-mêmes? Ben, s'ils n'ont pas pitié d'eux-mêmes, parce qu'il y a des gens, il faut faire attention. Il y a des gens, quand vous les regardez en train de défendre ça, il ne faut pas penser seulement qu'ils sont de mauvaise foi. Il y a un problème. Leur problème, c'est soit ils se sont déjà rendus compte que leur vie n'est rien et ne sera plus rien. Il y a des gens comme ça. Ils ont déjà, c'est-à-dire, ils sont déjà butés sur le fait qu'ils n'ont plus de vie. C'est Dieu seul qui sait comment ils ont mené leur vie jusque-là. Eux-mêmes sont conscients qu'ils n'ont plus de vie. Il y a des gens qui sont comme ça. Et puisqu'ils n'ont plus de vie, alors là, quelqu'un peut venir ruiner la vie de tout le monde. Ça ne fera que bonne affaire parce que tout le monde va se retrouver au même pied d'égalité. Un peu comme le nivellement par le bas. Et c'est comme ça que je disais, nous avons dit ici, quand nous étions en train de dire, que ce monsieur est un Satan. Les gens ont trouvé qu'on a trop dit. Vous voyez, les gens ont trouvé qu'on a trop dit. Mais vous savez quoi? Quelqu'un qui fait des choses contre la Constitution, qui donne des ordres anticonstitutionnels contre le peuple, qui agit contre l'intérêt du peuple. Comment Mathieu Kérékou l'avait qualifié? De Satan. Parce qu'il disait, quand Mathieu Kérékou parlait, il avait dit, et si la tentation devrait succomber à la tentation et devenir un Satan, et donner des ordres contraires à quelqu'un ou à l'armée contre ces populations qui désobéissent. Alors, donc, quelqu'un qui succombe à la tentation qui va le conduire contre les intérêts du peuple, c'est un Satan. On nous dit de ne pas dire ça. C'est un esprit satanique qui nous gouverne. Tout l'esprit l'a réuni. Et ce n'est pas que Talon. Ou même autour de lui. Le jeune que vous avez mis à l'affiche avec lui là. Mais c'est une calamité, pardon. Pardon. Et vous voyez, dans le pays, on nous dit de ne pas dire, on va dire quoi? Maintenant, on va faire quoi? Moi, je veux que quelqu'un du bord Talon sur ce panel-là n'a qu'à prendre maintenant la parole pour nous dire, face à ce que nous venons, on va faire quoi? On va croiser les bras face au destin? On va croiser les bras face au mauvais sort? Hey, ayez pitié quand même pour l'amour du ciel. Monsieur Jossou, moi, je ne suis pas en train d'être fatigué, mais ce débat est en train de m'épuiser. Seulement que j'ai le devoir de tenir debout. Tout ce que nous allons évoquer aujourd'hui sur ce talon-là, c'est
seul mal. Un seul mal. Le mal de la corruption. Le mal de la corruption. Et il se trouve malheureusement que ce mal-là est doublé d'une violence pour museler le peuple. C'est tout. C'est-à-dire quoi? Tu viens, tu prends ta part, ou bien on te donne une part pour te corrompre, tu acceptes, et tu fais comme Richard Boni. C'est-à-dire retourner la veste un matin, commencer par dire autre chose. Des choses contraires à ta conviction. Ou alors, tu prends le risque de parler et tu vas te retrouver en prison. Maintenant, si nous tous, on a peur de la prison ou si on a peur de la mort et on se tait, le pays là, on va faire comment pour le pays? Quelqu'un a dit qu'il fallait qu'on vende ce pays-là pour se partager l'argent. Vous voulez vendre quoi encore? Les 112 000 km² là. Ah oui, mais milliards, ce n'est pas encore vendu. 112 000 km², ah oui, mais milliards, est-ce que ce n'est pas encore vendu? Je ne sais pas à combien est-ce que lui-même, quand il veut acheter les terres auprès des gens là, qu'il achète à combien? 75 francs le mètre carré. Mettons même tout le Bénin à 100 francs le mètre carré. Bon, je vais être gentil. Mettons tout le Bénin à 500 francs le mètre carré et calculer pour enlever ça des 8 000 milliards pour nous dire combien ça reste. Ça 12 000 km² là. On n'a qu'à mettre le mètre carré de ça là à 75 francs qu'il a l'habitude d'acheter les terres. Et nous dit qu'on va multiplier ça par les 75 francs là pour dire combien ça reste dans les 8 000 milliards qui sont déjà pris. Mon sujet est là et j'aurais voulu faire un débat de niveau. Moi, j'ai plus envie de verser dans les bassesses, les conneries que je viens de... C'est vrai, on a assez joué sur Biafrica aussi. C'est vrai, on a abordé des choses sérieuses, mais on a assez joué. Moi, je vais quitter maintenant le jeu. Quelqu'un n'a qu'à ouvrir un débat sérieux, une contradiction sérieuse sur ce forum. C'est même une occasion. Aujourd'hui, c'est déjà encore une occasion. Je veux les entendre. On n'a qu'à nous parler sérieusement. Parce que maintenant, là, ça interpelle nos âmes citoyennes. Franchement. Sur ce, je vous laisse le micro. Ok, merci beaucoup, monsieur Kialing. Monsieur Roland, est-ce que vous voulez prendre la parole? Monsieur Roland, si vous êtes là, vous pouvez ouvrir votre micro. Le micro est fermé. Ok, monsieur ou madame Faz. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon, on vous entend maintenant, monsieur Roland. Ok. Je vous ai suivi une fois ici et c'est aujourd'hui que j'ai encore eu la chance de tomber sur votre live et il m'a plu de m'essayer un peu, de savoir de quoi vous parlez pour qu'on aille de façon pointue et avec des détails. Je ne voudrais pas qu'on lance seulement des pierres, je voudrais que chaque fois qu'on dise par secteur ce qui devrait être fait, ce qui a été fait et ce qui sera fait. Parce que nous sommes tous béninois, nous avons tous nos frères et sœurs dans le pays. Il y a certains qui vivent ici, il y a certains qui vivent à l'étranger. Et je voudrais que chaque fois que nous nous considérions comme des bâtisseurs, qu'on ne se dise pas que c'est ceux qui sont au pouvoir qui sont en train de gérer le pays, mais que c'est nous tous qui sommes bâtisseurs, c'est nous tous qui sommes développeurs de ce pays. Le sujet, c'est 25% d'augmentation. Est-ce que c'est le gouvernement qui a demandé aux réseaux sociaux au réseau MTN ou bien Mauvais Consort de le faire, ou bien c'est eux-mêmes qui l'ont fait? L'association des consommateurs, où? Parce qu'il ne sert à rien de chaque fois dire que c'est le gouvernement qui agit. Est-ce que nous-mêmes, nous battons dans des secteurs qui sont les nôtres? Est-ce que nous nous donnons l'occasion
de contrebalancer tout ce qui se fait de façon loyale, de façon licite pour permettre au pays de se développer. Parce que le président Patrice Talon est en train de faire ses 10 ans, il va finir et partir. Et ces 10 ans, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre expérience de vie. On ne peut pas passer toute notre vie à dire que c'est l'autre, alors que nous sommes celui qui a eu 30 ans. Au moment où le président Patrice Talon prenait le pays, il est en train d'avoir ses 40 ans maintenant. Il n'a pas la chance de retourner encore à 30 ans. Et si le candidat du président Patrice Talon reprend pour 10 ans encore, ça veut dire que celui qui avait 30 ans au moment où le président Patrice Talon prenait le pouvoir, c'est que celui-là aura 40 ans quand le candidat du président Patrice Talon va faire ses 10 ans. Alors, pourquoi ne pas se jeter dans la course? Pourquoi ne pas aller au charbon, se battre, se trouver une place et se développer son pays à son niveau, là où on travaille? Moi, je suis enseignant. Et dans mon école, j'agis en tant que citoyen béninois. Je fais ce que je dois faire pour que mon pays se développe. J'agis sur des âmes sensibles. Je les éduque comme il le faut et je prends mon salaire. C'est digne. Chaque secteur par secteur. Est-ce que tout ce qui se fait dans le pays est faux? Est-ce que tout ce qui se fait dans le pays a des parties où il faut forcément reprocher? Notre combat est forcément politique ou bien c'est un combat pour le développement du pays? Parce que ça dépend du niveau où chacun se retrouve. L'appréciation, ça dépend du secteur. Moi, je vais vous donner un exemple par rapport à ma propre vie. Vous me suivez? J'espère que vous me suivez. Oui, continuez, on vous écoute. Je vais vous donner un exemple par rapport à ma propre vie. J'étais à l'école normale de Dobo en 2011 quand mon enfant est tombé malade. Mon enfant est tombé malade à Dobo. Nous sommes allés au CHD de Lokossa en 2012. Et là-bas, du vendredi au samedi soir, mon enfant est resté dans le lit, dans le coma, sans être suivi parce que il avait un docteur pédiatre qui était allé rester dans sa propre clinique à Cotonou, à Kokokodji. C'est plus tard que j'ai su qu'elle était à Kokokodji. Mon enfant a passé 48 heures sans être soigné. Et c'est le soir du vendredi que nous avons été référés sur CNHU. Et l'enfant est resté dans un état comateux pendant une semaine et aujourd'hui, cet enfant est infirme. Mais il y a un président qui est venu en 2016 et qui a demandé à tout médecin d'aller rejoindre soit le service public, soit le secteur privé. Dans le même temps, le président Patrice Talon a demandé aux enfants et aux handicapés. Il a des exonérations désormais pour les handicapés qui vont créer d'entreprises. Mon enfant est en train d'avoir 13 ans actuellement. Quand il aura ses 18 ans, je vais lui créer une entreprise et il n'aura pas de taxes à payer. Ça, vous voyez ce secteur-là. J'ai fait l'école normale. À un moment donné, on ne recrutait pas. J'ai beaucoup écrit. Si vous allez sur Facebook et vous écrivez Roland Donou, compétences, Eni Dobo, vous allez voir, j'ai beaucoup écrit. J'ai dénoncé la façon dont les concours s'organisaient. Parce que quoi? J'avais des camarades qui connaissaient des inspecteurs, des CP, et on leur faisait des TD. Ceux-là étaient admis. Et c'est eux qui étaient devenus enseignants et moi, je ne le pouvais pas. Ceux qui ne pouvaient même pas bien écrire. Moi, j'ai beaucoup écrit contre eux. J'ai dit, la prochaine fois que vous allez organiser un concours pour l'enseignement primaire, par exemple, qu'il faut que les épreuves tiennent compte de l'expression écrite, de la mathématique, et de la pédagogie et d'autres choses. Ils ont respecté ce que j'ai dit. J'étais en formation à l'ISMA. J'ai dit, j'irai tester. J'ai fait le concours, ça a marché parce que on a pu retenir ceux qui pouvaient devenir enseignants. On va parler d'AME. Ah, les AME ne sont pas bien gérés par le président. On devrait les reverser. Si c'était son prédécesseur, il les aurait reversés maintenant. On n'a pas reversé. Sur 6 ans, on n'a pas reversé. Mais avec un parcours, quelques 2 ou 3 ans après, on nous dit
on vous permet de prendre un salaire pendant les vacances. Après, on nous a inscrits à la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous avons une prise en charge. Et puis, ils nous disent, avec les 32 000 que vous êtes, nous pouvons vous reverser tous au même moment parce qu'on aura des difficultés. Dans la peau d'enseignant que je suis, ça me fait mal. J'aurais voulu avoir un numéro matricule rapidement pour aller étudier plus. Mais quand je me mets dans la peau des gouvernants, je me dis, on nous disait en troisième que notre pays, c'est un pays qui a une économie essentiellement fiscale. Nous dépendons de notre port. Est-ce que ce port, est-ce que les taxes qu'on paye dans ce pays, est-ce que tout ça la permet de payer tous ces salariés, de construire toutes ces routes, de créer des marchés modernes, les stades qu'on a construits, les tours administratives et tout ça là? Est-ce que les moyens de ce pays permettent tout ce qu'on fait? Je ne suis pas en train de blanchir le gouvernement, mais je voudrais que les débats, que nous les fassions en nous posant des questions par rapport à notre pays en tant que citoyen, sans forcément les flécher, sans forcément indexer celui qui est au pouvoir comme celui qui agit mal. Il y a beaucoup de secteurs où beaucoup de choses se font dans le pays. Il y a des choses à reprocher, mais quand je vous suis ici, c'est comme si tout ce qu'on fait dans le pays est mauvais et rien de bon ne se fait et la souffrance du peuple ne dépend que des gouvernants. Mais parlons de nos jeunes, parlons de nos frères qui ne font rien. Parlons de ceux qui, sans même chercher à avoir un boulot, ont des enfants. Parlons de ceux qui... Moi, je vis au village actuellement, à Tofo. Mais dites-vous que pour sacler 20 mètres carrés, tu n'as personne pour le faire parce que tous les jeunes veulent avoir de l'argent facile, avoir un portable en main, escroquer, anarquer, et puis c'est comment aller construire, aller acheter des véhicules, et puis vivre proprement alors qu'on ne sait rien faire, ne peut même pas dépanner quelqu'un qui a une crevaison avec sa voiture. Nous sommes dans un pays où beaucoup de choses sont à refaire. Les gouvernants, la politique est un jeu d'intérêt. Si ce jeu d'intérêt est en leur faveur et ils s'en servent, c'est bien, mais je vous invite, je nous convie à parler à nos jeunes, à nous demander nous-mêmes qu'est-ce que nous faisons. Je retourne à là où j'étais, je suis enseignant dans ma classe, mes élèves, les élèves de mon école, quel impact j'ai sur eux? Parce que c'est eux la matière de demain. Je voudrais que les débats, que ça ne se concentre pas sur les autres. Merci. Intéressant. Merci. Je peux répondre, monsieur? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Monsieur Kialine, allez-y. Je l'ai entendu dire tout à l'heure, et malheureusement, qu'il agit sur des âmes sensibles. Je crains que ces âmes sensibles ne finissent par devenir en fait insensibles à la République, aux valeurs républicaines, à la citoyenneté. Vous avez bien parlé. La rhétorique qui consiste à accuser la jeunesse est une rhétorique trop facile. Tous les gouvernements peuvent le faire. Si vous allez en France, c'est facile d'accuser la jeunesse qui ne fait rien. Si vous allez dans les États du Sahel, c'est facile d'accuser une jeunesse qui ne fait rien. Quand vous venez au Maroc, bon, c'est facile d'accuser des gouvernements, même aux États-Unis, c'est facile d'accuser une jeunesse qui ne fait rien. Mais est-ce que vous vous êtes fait une place dans votre cerveau pour vous demander quels sont les devoirs de la jeunesse et quelles sont ses limites? Et quels sont les droits de la jeunesse? Si vous n'avez pas fait ce préliminaire à votre niveau, vous êtes tombé dans un débat, vous êtes tombé à la renverse dans ce débat en fait. Et moi, je me rappelle, je vais prendre votre secteur, je vais prendre votre secteur pour parler brièvement, très brièvement, juste avancer un chiffre.
En 2021 ou 22, si j'ai bonne mémoire, j'avais été intéressé par les avancées dans le système éducatif au Bénin, le système auquel vous appartenez. Et il se trouve que le taux de scolarisation en 2020 était de 86,6%. Oui, 86,6% en 2020. Et en 2021, ça a chuté à 81,6%, à 81,1%, parce que je me rappelle, ça doit être 5 points de différence. Monsieur Roland, c'est ça? Je vais vous dire, et ce déclin-là, cette chute-là, a été une chute constante et progressive jusqu'à aujourd'hui, dans votre secteur. Quand le gouvernement Patrice Talon a hérité du Bénin, il a hérité d'un secteur éducatif qui prospérait. Le secteur éducatif n'était pas satisfaisant, mais ça prospérait, c'est-à-dire quoi? Ça connaissait une évolution. Et lui vient, il a commencé par, comment je vais dire ça? Il a commencé par faire des réformes pour faire avancer les choses. Et pendant qu'il fait les réformes pour faire avancer les choses se déprécient. On tombe dans une forme de récession, d'appauvrissement, d'atrophie au niveau des résultats. Comment vous expliquez ça? Mais pendant que les autres excellaient, c'est-à-dire avec une dette de moins de 1000 milliards, on pouvait facilement reverser les gens. Quand vous-même vous dites que ça a été reversé des enfants de ministres, non, je ne connais pas combien d'enfants de ministres je connais dans le système de l'éducation, je ne savais pas. Le secteur de l'éducation était ouvert avec des chances pour presque tout le monde. Alors, je vous disais tout à l'heure que avec une dette de moins de 1000 milliards de francs CFA, le gouvernement défunt a quand même pu reverser des gens, payer des primes, construire des routes, gratuité des soins pour des enfants de 0 à 5 ans, dont le vôtre. Je ne sais pas quel âge il avait en ce moment. Peut-être qu'il était déjà sorti de cette affaire de gratuité. Et des choses comme ça. On avait connu ça. Même des fonctionnaires de l'État, des syndicalistes et même des indépendants sont venus témoigner de leur mieux-être sous ce régime-là. Voilà, avec très peu de ressources, on n'avait pas cette pression fiscale que nous avons aujourd'hui. On n'a pas multiplié, augmenté le coût de l'électricité, de l'eau, on ne s'était pas attaqué aux petits sous qu'on dépose dans nos banques pour les tasser encore plus. Et on n'a pas eu une dette de 8 000 milliards comme on en a aujourd'hui. Monsieur Roland, je vais vous dire ceci. Est-ce que vous connaissez ce que ça nous coûte, le service de la dette au Bénin? Parce que si vous dites qu'on a parlé d'augmentation de 25% des frais de Momo, est-ce que c'est le gouvernement qui a fait ça? Les opérateurs qui ont fait ça, peut-être que c'est le gouvernement, peut-être que parce que depuis un certain temps, les opérateurs eux-mêmes ne défendent plus rien. On a vu un ministre qui est passé à la télé pour dire que c'est lui qui est venu justifier la taxation ou la cherté des mots. Et il a même dit qu'on veut critiquer le gouvernement, il faut payer plus. Donc, apparemment, les opérateurs n'ont rien demandé, c'est lui. Allô? Oui, apparemment, il a perdu la connexion.
Monsieur Arabi, je ne sais pas si vous téléphone. voulez prendre la parole longtemps. Même pas. Non, ce que notre monsieur enseignant a dit, bon, il est un peu à côté, il est passé un peu à côté parce que dans un État, monsieur, dans un État, la responsabilité des jeunes, la classe la plus sensible, incombe à l'État, donc incombe au gouvernement. Parce que si vous ne mettez pas les conditions propices pour canaliser cette classe-là, ça va vers la dépravation. Et c'est ce qui se passe chez nous. Ces jeunes n'existent pas pour le gouvernement. D'abord, le peuple n'existe pas, donc ne parlons même pas des jeunes. Et le gouvernement actuel s'occupe que de lui-même. Il n'y a pas une politique sociale qui existe dans le pays, qui recadre et qui prend en charge les jeunes, qui suit les jeunes. Il faut mettre les gens dans des conditions favorables à l'environnement dans lequel ils vivent. Donc, depuis l'école jusqu'à leur sortie, jusqu'à les diplômes universitaires, si l'économie du pays va bien, si l'État fait son travail, c'est ça l'économie. On ne demande pas à l'État d'engager les gens, et attention, moi je n'ai jamais demandé ça. Mais l'État a une responsabilité de mener une politique pour développer le pays, pour développer l'économie du pays. Ça veut dire simplement que le Parlement fonctionne, le Parlement crée des lois. Il y a des lois pour la société, lois sociales, qui permet de suivre ces jeunes-là pour que la société aille. Donc, demander à ce que les gens ne veulent rien faire, mais qu'ils veulent avoir de l'argent, tout ça. Non, ça, c'est votre vue qui est très partielle, qui n'est pas approfondie, parce que vous pensez que si on offrait de l'emploi aux jeunes, ils ne vont pas travailler, ils vont travailler. C'est parce qu'il n'y a pas le travail sur le marché. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un suivi. Il n'y a rien qui est créé pour les jeunes. Donc, c'est sûr que la dépravation prendra le dessus. Et c'est ce que vous avez constaté. Mais ce n'est pas la faute des jeunes. Non. Est-ce que chez nous, là, quand les jeunes finissent, on leur permet de faire des stages, après, est-ce qu'on les engage? On les engage, on les prend dans les différentes sociétés pour qu'ils puissent suivre une voie normale? Non, c'est non. On ne vous donne même pas un minimum pour vivre. Dans les pays normaux, on donne un minimum, même on peut dire que c'est pour 6 mois. Donc, vous avez 6 mois pour trouver de l'emploi. Et on vous donne, même si c'est 20 000 qu'on donne à chaque jeune par mois, pour qu'il puisse avoir de l'argent pour avoir les aimes, de l'argent pour écrire ses CV, de l'argent au moins pour le petit déjeuner, pour pouvoir aller sur Internet pour voir quelles sont les offres, tout ça là. Ces jeunes ne peuvent pas être dans le cas qu'ils sont. Alors, je vais laisser M. Kylian qui est arrivé, n'a qu'à continuer son développement. Moi, j'ai juste pris la parole pour... OK? Merci, M. Biafrika. Oui, M. Arovida, merci beaucoup. Biafrika, excusez-moi, je ne sais pas, il y a un appel insistant qui est en train de me perturber sérieusement. Donc, j'avais tenté de me déconnecter des options d'appel. Excusez-moi. Donc, je disais tantôt que avec moins de 1000 milliards de dettes, il avait été facile pour un gouvernement défunt de reverser les gens, de payer des primes, de construire des routes, des hôpitaux, de soutenir du social. Et même des fonctionnaires sont passés et ils ont rendu témoignage. Nous avons entendu. Tout n'avait pas été parfait. Ce gouvernement, nous l'avons combattu aussi, sur des points donnés. Mais pour le vôtre gouvernement est arrivé avec son champion et il a eu 8 000 milliards de disponibles et il n'a pas eu la facilité de vous reverser. Vous êtes sérieux là? Lui, il est venu avec 8 000 milliards de dettes déjà et jusque-là, vous êtes encore dans les promesses de reversement, on vous paye quelque chose pendant les vacances et c'est ça?
Si vous voulez procéder à un raisonnement de principe et un raisonnement logique, n'allez pas dire des choses comme ça devant les âmes sensibles que les gens vous ont confiées. Les âmes sensibles qu'on vous a confiées, si vous les abreuvez, vous les nourrissez de ces raisonnements-là, ces âmes sensibles, ça va aller à la dérive. Nous n'aurons plus de république demain. On n'aura plus un pays. Parce qu'ils sont l'avenir de ce pays. Il faut leur apprendre à raisonner et à être logique. Je ne peux pas comprendre que des gens aient eu très peu de moyens pour faire beaucoup de choses et que vous les ayez critiqués pour dire qu'ils ne sont pas bien, alors que quelqu'un à qui on a donné 10 fois, 15 fois, 20 fois plus de moyens ne peut même pas faire. Vous dites qu'on a donné la possibilité à votre enfant à 18 ans de créer une entreprise, de ne pas payer d'impôts. Ça, c'est combien d'handicapés il y a dans le pays? Cette mesure-là, ça a touché quel pourcentage, quel ratio de la population? Votre seul enfant qui vous a inquiété parce qu'il a été mal injecté, c'est des choses qui sont arrivées à beaucoup de choses, à beaucoup de gens. Et c'est votre seul enfant là qui vous a mis, qui vous met dans tant d'estas pour un régime. Bon, et les millions d'autres qui ne sont pas handicapés et qui n'ont pas de chance de s'épanouir. Vous n'y pensez pas? Et je vais vous dire, si vous êtes un père, je ne sais pas si vous avez, parce que tout à l'heure, en faisant allusion, vous avez dit, accuser les jeunes, vous êtes même allé jusqu'à dire que les jeunes qui ont fait des enfants sans avoir de métier. Mais nous avons des chômeurs de 40 ans, de 50 ans qui n'ont jamais eu la chance de travailler, autre que se débrouiller dans le pays. Vous voulez que quand ils viennent, et que parce que l'État, l'État n'a pas créé des conditions pour eux, pour leur permettre de saisir des chances d'emploi, donc ils doivent vivre inutilement sur la terre et repartir sans enfants, sans rien. C'est des choses comme ça qu'on a entendu de vous quand quelqu'un est passé ici dire que Patrice Talon a limité le nombre de femmes pour les Béninois. Patrice Talon a limité le nombre de femmes pour les Béninois. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais on a quel problème dans ce pays? Lui, il va venir dire aux Béninois comment ils vont mener leur vie, combien de femmes ils vont avoir, parce que c'est le boulot que Macron lui a confié, ça. Vous n'avez pas honte quand vous venez soutenir des choses comme ça ou bien faire des développements comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je veux un développement, je veux quelqu'un de sérieux. Maintenant, j'ai ras le bol d'entendre des choses qui ne tiennent pas la route. Patrice Talon va donner des leçons à qui? C'est pas nous tous qui étions dans le problème de femmes avant, y compris lui aussi. Nous tous, nous étions dans le problème de femmes avant. C'est pas parce que un instrument ou bien c'est pas qu'est-ce qu'il a lâché entre-temps et qu'il le contraint à ne pas continuer qu'il va s'imposer, il va imposer son rythme à tout le monde. Les gens sont passés dire ici au moins que Patrice Talon a eu le mérite de limiter les femmes, qu'aujourd'hui un Béninois ne peut plus se permettre de prendre de femmes. Mais vous venez dire encore que des hommes sont au chômage et vous accusez des gens qui sont au chômage et qui ont fait des enfants. Mais vous ne savez pas de quoi leur vie est faite. Vous ne savez pas quel sens l'enfant a dans la vie de chacun. On a dit que les gens ont 2 femmes ou 3 femmes, et que oui, c'est ça, que c'est... Écoutez, il y a des gens qui n'ont jamais dépendu des caisses publiques, mais qui ont autant de femmes qu'ils veulent. Où est le problème? Si vous pensez que c'est ça qui fait qu'ils sont pauvres, je me demande comment est-ce que des polygames arrivent à nourrir des célibataires sans enfants. Des célibataires sans enfants, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de femmes, qui n'ont pas de charges, qui les acculent. Comment est-ce que des polygames arrivent à voler au secours de ces gens-là, à les soutenir? Pour vous, ces femmes et enfants-là, c'est ça qui appauvrit les gens? Mais trouvez-nous mieux comme raisonnement. Nous voulons rester dans un cadre de raisonnement scientifique.
Nous voulons rester dans un cadre de raisonnement scientifique. Et quand vous vous êtes présenté tout à l'heure comme étant un enseignant, moi, je me suis dit qu'on va avoir de la matière à traiter. Pour ma part, je n'ai pas été vraiment à l'école pour autant. Ça, je vous l'avoue. Être enseignant, c'est déjà une chance de vie. Moi, je n'ai pas été vraiment à l'école. Mon CEP, et CEP d'alors là, ça me suffit largement pour tenir de bons raisonnements. Je n'en vis pas. L'enseignant, bon, si ce n'est que Kassa qui a réduit l'enseignant, et je ne vis pas non plus le président de la République avec son fameux bac C, non plus. Parce que ce qu'il fait, je ne peux pas faire autant de gâchis. Vous voyez, je ne peux pas faire autant de gâchis. Je veux quelque chose de potable. Servez-nous du potable, s'il vous plaît. Et si quelqu'un se sent vraiment à la mesure, nous ne voulons plus discourir, nous ne voulons plus déblatérer pour rien sur le. Si quelqu'un se sent à mesure de nous sortir des raisonnements scientifiques, sonnez-nous là. Au nom de quelle réforme est-ce qu'il y a des scolarisations? Quelle réforme avez-vous apporté dans le système éducatif pour que le taux de scolarisation soit en chute permanente alors que les besoins de scolarisation sont devenus accrus? C'est-à-dire quoi? La population augmente. Les enfants en âge d'aller à l'école augmentent. Et juste pour construire les salles de classe et les bancs, Wilfried Ombédié est passé sur le truc là pour dire, c'est là il a annoncé une limitation de naissance ou bien, c'est pas, ou bien un programme de stérilisation. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Pour dire que oui, que les gens font trop d'enfants ou bien je ne sais pas ce qu'il avait dit dans le temps. Le gouvernement acheter des bancs, construire les salles de classe, recruter des instituteurs. Mais si vous pensez que l'éducation coûte cher, il faut qu'on essaie carrément l'ignorance. On va voir ce que ça va donner. Et je vous dis déjà, vous n'avez même pas besoin d'aller essayer parce que ce que l'ignorance peut engendrer là, nous sommes en train de voir ça avec les demi-lettrés à la tête de notre État. C'est des dégâts comme ça que ça va engendrer. Soyez logique, potable. J'ai besoin, s'il vous plaît, j'ai besoin que vous nous sortiez des raisonnements logiques et potables. Et s'il y en a encore en bas dans le live qui peuvent vraiment nous sortir des trucs potables, ils n'ont qu'à monter. Je vous écoute. Parce que cette fois-ci, je ne vais pas aller, on ne va pas voler bas. On ne va pas voler bas. Quand ça vole trop bas, moi, ça ne m'incite plus à continuer. Merci. Ok, merci beaucoup. Monsieur Fez, est-ce que vous voulez prendre la parole? Ok, donc lui, il n'est pas toujours là, il n'est pas toujours prêt. Monsieur Eric, est-ce que vous voulez prendre la parole si vous avez suivi un peu les échanges? Monsieur Eric, ouvrez votre micro, le micro est fermé. C'est Eric Firentor, ou bien à peu près le nom, comme ça, c'est petit à lui. Monsieur Eric, est-ce que vous m'entendez? Oui, Africa, vous ne voulez pas que le monsieur l'ancien là réponde au moins aux motions? Ah oui, je vais revenir à lui. Je vais juste voir si les autres voulaient prendre la parole. Oui, je vais revenir à lui. Allô? Oui, monsieur Eric. Oui, on vous écoute. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Non, oui. pour le moment, je ne peux pas parler parce que je ne suis pas encore bien rentré. Je viens d'arriver. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, oui. Ok. Dossier général. Celui qui a mis comme nom dossier général. Est-ce que vous êtes prêt pour prendre la parole? Votre micro est fermé. Dossier général. Le micro est fermé. Je ne sais pas s'il m'entend ou pas.
Ok, donc il n'est pas prêt aussi. Donc, Monsieur Roland, si vous voulez réagir à ce que vous avez entendu, euh, juste peut-être je peux faire une petite observation le temps que vous ouvrez votre micro. Euh, L'exemple que vous aviez donné par rapport à votre enfant, comme quoi, je ne pense pas que euh, ça motive les changements qui ont été apportés dans le domaine de la santé. Que qu'on amène. Moi, si je me rappelle, il y a quelques années, j'étais en service à Gogounou. J'ai amené, il y a quelqu'un qui était malade et puis qu'on a amené à l'hôpital. Et puis le médecin n'était pas là. Et puis, les gens sont allés le chercher à la maison. Et puis il a refusé. Il a dit pourquoi on est venu le chercher à la maison. Donc ça, c'est beaucoup plus un problème de conscience professionnelle. C'est pas ça qui doit amener à dire il faut choisir entre le privé ou le public. C'est une question de... Même si la personne est seulement dans le public, et s'il n'a pas si le médecin ou bien l'infirmier n'a pas la conscience professionnelle, ça ne changera rien. Parce que les réformes qui ont été engagées dans ce secteur-là, ça a créé d'autres problèmes qu'on va traîner pour encore des dizaines d'années. On a des médecins qualifiés, eux, tous sont repartis en France, personne n'en parle. Personne ne parle du nombre de des médecins qui sont partis. On a annoncé récemment qu'on veut recruter 3000 médecins sur la base d'où où est-ce qu'on veut les trouver pour les recruter. Et ils auront le temps d'avoir l'expérience de ceux qui étaient là et on devrait juste améliorer les conditions, créer les meilleures conditions pour que les gens travaillent correctement. Ok, Monsieur Roland, si vous êtes prêt, vous pouvez prendre la parole. Ok, je ne sais pas s'il est là en temps ou bien s'il est descendu. Apparemment, il ne nous entend plus. Ok, je reviens à dossier général. Est-ce que vous êtes prêt ou pas? Ah oui, ils ont détourné notre attention du dossier Akpona. Non, c'est le dossier. Vous voyez ils ne voulaient pas que le dossier fasse grand bruit. C'est pour ça qu'ils ont choisi cette option-là de le sortir du gouvernement rapidement parce que l'image que ce gouvernement essaie de vendre, qu'on est en train de lutter contre la corruption, lorsque ça vient de l'intérieur, quelqu'un de l'intérieur vient nous dire, les gens du système ont siphonné des milliards. Donc vous voyez que ils veulent noyer rapidement le poisson dans l'eau pour qu'on passe à autre chose. Non, c'est ça qu'ils ont fait. Et en pensant, en tout cas, ils vont laisser passer le vent, les Béninois, et la faim, la souffrance aidant, les gens vont passer rapidement à autre chose. Donc, comme oublier ce dossier-là. Oui, Mais, monsieur Africa, l'affaire Akpona, je pense que on va y revenir dans une émission prochaine. Et parce que cette affaire Akpona là, ça n'a pas encore connu son épilogue. Donc, on ne peut pas détourner notre attention de cette affaire aussi facilement. Encore que ce n'est pas la première affaire, en fait, du gouvernement. Akpona avait été précédé. Vous avez affaire Akpona là, je peux vous dire que ça fait une deuxième, au moins, à ma connaissance, une deuxième fois que ça se passe au gouvernement. Est-ce que vous avez souvenant, j'avais évoqué ça entre-temps sur une émission ici, il y a 3 mois, je crois, déjà, où je parlais d'une affaire de route qui avait été mise en BOT et que plus tard, un ministre est passé dire sur un chantier que pourtant qu'ils ont déjà fini de casser la totalité, qu'on ne doit rien à l'entreprise. Et je crois même que le jour-là, j'avais même fait une erreur en cherchant le nom de l'entreprise Offmas. Et dans mes recherches, vous m'aviez, ou bien quelqu'un m'avait parlé de Ebomaf et je croyais, bon, comme ça avait presque la même consonance, j'avais dit oui, bon, je crois que Ebomaf c'est un Burkinabé, c'est Offmas. Alors, donc voilà, de ces choses-là, et quand le monsieur avait connu cette erreur il savait pas, il avait fini de parler avant de se rendre compte qu'il venait de lâcher un scandale. Et il a été tout de suite sorti aussi du gouvernement. Et plus tard, on l'a bien surveillé, comme à la manière d'Adambi, pour voir s'il va parler, il va pas parler. Comme il s'est tué, il est resté docile. Plus tard, on a trouvé le moyen de le ramener après à l'Assemblée, ou bien c'est parce que il est devenu pour se retrouver encore avec eux. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est un dossier qui ne va pas finir de si vite.
Et eux-mêmes souhaitent que ça s'arrête comme ça, mais ils vont aller à un simulateur de procès qu'on connaît du cinéma, et puis on verra la suite. Donc, ils n'ont pas donné notre attention. Non, pas du tout. Non, en fait, c'est les gens qui sont spécialisés et chaque semaine, ils ouvrent de nouveaux fronts, juste pour quand ils voient qu'une affaire euh, veut vraiment infliger un grand coup au gouvernement, ils vont ouvrir un autre front. Ils l'ont fait pendant plusieurs semaines avec les arrestations. Chaque semaine, ils arrêtent quelqu'un d'autre juste pour qu'on oublie, ils arrêtent quelqu'un d'autre encore. Et ensuite. Donc, j'espère que on ne va pas lâcher le morceau de sitôt pour l'affaire Apona. Même si eux-mêmes, lui-même, il s'est mis à genoux après pour dire non, en gros, c'est qu'il avait pris. Il a même dit, moi je ne l'ai pas entendu, et j'espère que c'est faux. J'ai écouté, ou bien j'ai lu quelque part où on a dit que le monsieur Apona aurait dit qu'il a consommé des stupéfiants. C'est à cause de ça qu'il a fait cette déclaration. Donc, lorsqu'on arrive à un niveau donné, un ministre de la République dit qu'il a pris des produits prohibés, et c'est à cause de ça qu'il a tenu ses paroles. Quel produit prohibé? Du riz uruguayen ou bien quoi? Ah oui, c'est eux qui nous vendaient. Ils avaient 3 tonnes de riz uruguayen en stock. Je ne sais pas s'ils ont partagé des kilos aux membres du gouvernement. Mais c'est ça que j'ai appris. J'ai entendu, je dis ici, je n'ai pas entendu de sa bouche, mais je l'ai lu quelque part. Mais c'est dangereux, ça. Ah oui. Donc c'est ça qui l'a conduit à Moi, faire. j'attendais plutôt la réplique de M. Roland, parce que je crois que j'avais invité... Oui, je lui ai donné la parole 2 fois déjà. Je ne sais pas s'il est encore là. Oh, il ne nous entend plus. Ah oui, oui, on a eu aussi l'ananas contaminé en France, et puis on aurait tout vu. Hein. On a eu l'ananas contaminé. Maintenant, un ministre qui dit que c'est parce qu'il s'est drogué, c'est à cause de ça qu'il a tenu des paroles. Attention là, il faut l'éviter, il faut éviter. Je pense que une bonne réforme, c'est d'interdire de vendre du tukutu la nuit à Parakou. Peut-être ça va aider. Hein. On ne sait pas où est-ce que Gbadamassi a amené notre ministre avant qu'il n'aille prendre la parole. Non, le monsieur, il était bien, il n'avait rien. Il invente des choses pour éviter la prison, c'est tout. Parce que c'est à qui il a fait. S'il ne parle pas dans leur direction, ils vont le foutre en tôle, ministre ou pas ministre. On a vu ici des généraux qui sont sous les barreaux. Hein. Donc, il se bat maintenant pour s'en sortir, c'est tout. Il a dit que la vérité est avec toute conscience. Hein. Il n'avait rien. Ça, le reste, c'est du mensonge. Mais il devait prendre ses responsabilités. Par là, il est en train de nous décevoir. Nous qui l'avons supporté, on attendait une vérité de lui. Et maintenant, il change bêtement. Là, il change carrément de rhétorique. Et je crois que c'est de vrai n'importe quoi. Donc, c'est un groupe de drogués. Au fait, ça dit que le gouvernement de Talon est constitué de drogués. C'est ce que ça veut dire. C'est même pas histoire de Parakou. Si un ministre dit ça là, et il le dit à haute voix, il faut même le poursuivre pour ça là. Ça, c'est la dépravation des enfants, ce qu'il dit là. Il devient un exemple du mal pour les enfants. Parce qu'un ministre, on peut le suivre normalement comme idéal. Et les enfants qui vont le suivre, poursuivre son exemple, ils vont faire ce qu'il est en train de dire là. Et ils vont répéter, mais le ministre tel, il a été drogué et rien ne s'est passé. Donc, c'est que c'est une bonne chose. Donc, lui, normalement, il faut le poursuivre pour ça. S'il a dit ça vraiment. Hein, bon, les gens écrivent aussi beaucoup de choses. Hein. Je ne sais pas pourquoi il se défend et s'il est obligé de se défendre, s'il est obligé d'être ministre. Il n'a qu'à tenir sa parole et prouver ce qu'il a dit. Même s'il prouve ça, on va dire qu'il a sorti illicitement des documents du ministère, qui n'a pas le droit de sortir des documents. Oui, comme ils ont fait pour Valentin Dialantin. Voilà. Donc,
il est mal barré là où il est. Même si Talon de toi, Talon ne pardonne pas. Mais au même moment, si on dit que c'est Talon qui l'a envoyé en mission pour pouvoir empêcher son prédécesseur d'être président parce qu'il a des ambitions, électorales, c'est pour ça que on a dit de déceler tout le mal qu'il a fait. Donc, si Talon l'a envoyé en mission, il ne devait pas le poursuivre. Hein. Il y a une logique. Seulement, il a dit ça et il ne devait pas dire ça à haute voix. Il devait seulement trouver les moyens de bloquer celui-là, lui faire peut-être des chantages, tout ça là, pour qu'il oublie ses ambitions de devenir président. Voilà, donc c'est compliqué chez nous. C'est compliqué avec Talon et son gouvernement. Ce ne sont pas des ministres, c'est des amateurs qu'on a mis là pour siphonner seulement. Tout ce qu'ils savent, c'est siphonner, voler l'argent du pays. Voilà. Ce ne sont pas des gangsters, c'est des mafias. C'est des mafieux qu'il faut réduire. C'est des gens qu'il faut recadrer ça. Notre professeur là, l'enseignant là, il devait aller donner des cours à ces gens du gouvernement là pour qu'ils deviennent des personnes normales. Hein? Donc, monsieur l'enseignant là, Roland, si vous m'écoutez, allez donner des cours à vos gens là. C'est ceux-là qui sont les dangers de la société. Comment un politicien, un ministre va dire sur la place publique qu'il a pris de drogue. Ce n'est pas normal, ça. Bien, Afrique, il faut continuer. Hein.